Merci de nous rejoindre sur CamNews 24 pour cette autre sortie d'International. Et c'est avec un plaisir en somme renouvelé que j'accueille sur ce plateau le journaliste consultant, spécialiste des questions internationales. Bienvenue, Ghislain. Au plaisir, Donald. Commençons donc par la Libye, où la crise qui sévit dans cette partie du continent africain a été au cœur d'une réunion internationale tenue le 12 avril en Tunisie. La réunion s'est ouverte en fin de matinée à Tunis et le même mardi, alors que se tenait cette réunion sur la Libye, le ministre italien des Affaires étrangères est arrivé à Tripoli pour parler essentiellement de sécurité. Alors, Ghislain, je voudrais qu'on commence tout de suite par vous interroger sur quelques points. Qu'a-t-on pu retenir des premiers échanges de cette réunion internationale? Autrement dit, quelles en étaient les priorités? En fait, il y avait deux priorités fondamentales. Premièrement, de travailler à un retour à la normale, notamment sur le plan de la sécurité. On sait très bien que la Libye est devenue, depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, le commerce mondial du terrorisme, dont il fallait travailler sur la sécurité, mais aussi sur la relance de l'économie dans ce pays, qui est, ma foi, devenu véritablement instable. Alors, peut-on parler de la reconstruction de l'économie libyenne dans un contexte sécuritaire aussi incertain? Justement, c'est pourquoi la réunion a lieu. En réalité, c'est pour voir comment amener les parties prenantes autour d'une table à faire passer l'intérêt supérieur de la Libye au détriment notamment des intérêts particuliers. Parce qu'il est aussi question de voir comment travailler à la pérennité du gouvernement d'union nationale qui est mis sur pied aujourd'hui. Vous savez quand même qu'il y a une dualité aujourd'hui en Libye. Il y a deux parlements, dont un qui Des n'est pas forces reconnu spéciales de par la communauté dissuasion. internationale et l'autre qui revendique notamment la paternité ou alors l'aval de la communauté internationale. Donc les questions aujourd'hui à travers le gouvernement d'union nationale qui est mis sur pied en Libye, de travailler avec ce gouvernement-là, mais surtout que ce gouvernement-là prenne la mesure de ce que si aujourd'hui le peuple est avec lui, justement, le peuple va se fatiguer parce que quand un gouvernement d'union nationale met beaucoup long, le peuple finit par se fatiguer parce qu'il n'y a pas une amélioration concrète de la situation en Libye aujourd'hui. Donc la réunion qui a été initiée sous l'égide de l'ONU et de la Grande-Bretagne visait justement à apporter des solutions concrètes. C'est pourquoi il y avait la présence de la Banque mondiale, du FMI, parce qu'il faut justement financer, apporter de l'aide financière pour que aujourd'hui la Libye puisse retravailler l'économie, la sécurité, mais aussi d'autres secteurs comme la santé par exemple aussi. Peut-être ce sera une redondance, mais je voudrais savoir, la réunion de Tunisie peut-elle susciter de l'espoir s'agissant, par exemple, de la stabilité en Libye? Vous savez, il faut toujours espérer, parce que vous savez, on ne peut pas garantir de la moralité des uns et des autres. Vous savez que la Libye est prise à partie par des factions rivales aujourd'hui qui ont pour ultime objectif de prendre le pouvoir. C'est la raison pour laquelle on a débouché sur un gouvernement d'union nationale pour, à défaut de plaire à tout le monde, de contenter chacun. Donc, il est question justement de prendre assise sur ce gouvernement d'union nationale-là, mais aussi de ne pas simplement accompagner la Libye sur le plan des déclarations, mais sur le plan concret en aidant ce pays décimé par notamment les terroristes, par un ensemble de mouvements inopportuns, bien évidemment, pour que la Libye puisse se remettre dans le droit chemin. Comment le spécialiste des questions internationales analyse-t-il cette première visite d'un dirigeant occidental en Libye depuis 2014? Je pense que cela s'inscrit justement dans cette volonté de relance. Et je pense également que c'est du point de vue de la communauté internationale de vouloir effacer l'erreur commise par le passé. Il faut bien comprendre que c'est la France, avec, qu'on le veuille ou non, l'aval de l'ONU, qui a cru bon d'intervenir en Libye pour un nettoyage sans s'en assurer du suivi par après. Et aujourd'hui, c'est comme une caution morale, un devoir moral et même un devoir tout court pour la communauté internationale, la France en tête notamment, de travailler à l'apaisement de ce pays. C'est pourquoi vous l'avez signifié pour la première fois depuis, je crois, 2011. Vous avez l'ambassadeur de France qui a effectué le déplacement, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne aussi, pour la Libye. Cela peut traduire aussi
la volonté manifeste de ces puissances-là, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi le relever. Le fait que la Libye soit instable n'est pas aussi profitable à ces puissances internationales, parce que la Libye est quand même un partenaire intéressant pour ce qui est des relations internationales. Parlant justement des puissances internationales, est-ce que ce n'est pas un mea culpa de leur part? Puisque quand on lit quand même l'actualité, on se rend compte que ces puissances internationales ne sont pas innocentes dans le déclin de la Libye. Effectivement, et c'est parce qu'il s'agit d'un mea culpa, même si ces puissances étrangères ne formulent pas cela ainsi, il s'agit d'un mea culpa parce qu'on sait très bien, et d'ailleurs quand on écoute les déclarations des hommes politiques en France, certains hommes politiques et femmes politiques, ils font part de ce que la France a commis une erreur en Libye. Ce qui se passe en Libye aujourd'hui est le fruit, le produit d'un mauvais calcul. On a pensé à faire partie Kadhafi, mais on n'a pas pensé à assumer, à assurer l'après-Kadhafi. Et c'est pourquoi aujourd'hui la Libye peine à se relever. Et cette crise, cette instabilité en Libye aujourd'hui est transversale puisqu'elle touche les pays environnants et la Tunisie et l'Égypte et tous ces pays environnants. Et c'est pourquoi la question ne préoccupe pas uniquement la Libye, mais aussi les pays environnants et partant la communauté internationale. Dans la suite d'International, on va s'intéresser à d'autres choses, certainement de la politique cette fois. Allons donc au Tchad. Près de 6 millions d'électeurs étaient appelés à voter dimanche dernier pour le premier tour de l'élection présidentielle. Parmi les candidats, le président sortant Idriss Déby, qui espère l'emporter dès le premier tour. Globalement, le vote s'est passé dans le calme. L'heure est à l'attente des résultats. Jour de vote dans le calme en ce 10 avril au Tchad. Les quelques 6 millions d'électeurs appelés aux urnes sont chargés de désigner un nouveau président. 13 candidats sont en lice, parmi lesquels le chef d'État Idriss Déby Itno, qui brigue là un 5e mandat et qui se félicite du bon déroulement du scrutin. Et je salue vraiment la CNI du travail que la CNI a accompli, le professionnalisme de la CNI aussi. Je souhaite de tout cœur que les Tchadiens sortent nombreux, et faire leur choix. Il n'y a ni pression et tout doit se passer dans la transparence la plus totale. Le Tchad doit sortir de ces élections-là grandi. Le Tchad doit sortir de ces élections avec son unité renforcée. L'opposition tchadienne part en rang dispersé dans cette course à la présidentielle. 12 personnalités affrontent en effet le président candidat, dont celui que l'on qualifie de chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo. À l'instar des autres opposants, il a lui aussi fait campagne sur le changement et l'alternance au pouvoir. Tous les Tchadiens souhaitent le changement et j'espère bien qu'il aura lieu. Et j'ai même la certitude qu'il aura lieu. La volonté du peuple tchadien, elle est inébranlable. Quels que soient les mécanismes de fraude qui sont mis en place, il y en a. Comme dans certaines régions, ici à N'Djamena par exemple, on a fait un achat massif de cartes d'électeurs. 20 000 francs, 25 000 francs, voire 50 000 francs la carte, on a acheté. Nous avons des témoignages. Donc c'est vous dire qu'il y a un budget très important qui a été mis en place pour la fraude. Mais tout cela n'aura pas raison du peuple tchadien. Le Tchad traverse actuellement une période délicate. Le pouvoir a en effet beaucoup investi dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation du territoire et de la sous-région. S'ajoute à ces dépenses le manque à gagner causé par la chute libre du prix du baril de brut. Le prochain président aura donc comme lourde tâche de redynamiser l'économie nationale. Alors, certains parlent d'un premier tour, de l'élection présidentielle au bilan négatif, alors que d'autres estiment que le scrutin du 10 avril s'est déroulé dans le calme. Pourquoi cette lecture contrastée des faits? Je pense que la lecture contrastée des faits s'inscrit notamment dans la logique même d'une élection, qu'elle soit présidentielle, législative ou municipale. Vous avez toujours des parties prenantes, vous avez l'opposition, vous avez le parti au pouvoir, et puis le parti au pouvoir vous fait part de ce qu'il y a eu une mobilisation en masse, et ce qui témoigne de la victoire de la démocratie. C'est le cas notamment au Tchad pour ce qui est du MPS, le parti du président sortant Idriss Déby Itno. Vous avez le CAPSUR, qui est un parti de l'opposition qui vous
fait part de ce que la présidentielle a été truffée de ratés consciemment formulés par le pouvoir en place, à travers notamment le manque de procès-verbaux dans certains bureaux, le bourrage des urnes et évidemment la rupture de la communication sur le territoire. Donc cela se comprend et cela va de soi, ça dépend de l'angle sur lequel chaque partie prenante apprécie l'élection présidentielle, notamment son organisation, parce que très souvent, beaucoup de gens aiment bien contester, même avant que la CENI n'ait publié les résultats provisoires. Le taux de participation, bien qu'il reste à confirmer, pourrait-il être favorable à l'opposition tchadienne? Je ne sais pas comment favorable... Dans le sens où peut-être Idriss Déby pourrait tomber. Hein? Non, je ne pense pas. Il y a quelque chose qu'il faut également comprendre. Même si le taux de participation est faible, il n'est pas indiqué que le peu de gens qui votent en défaveur du président Déby, dont la question ne se pose même pas à ce niveau. Vous pouvez nous faire comprendre que le faible taux de participation voudrait peut-être traduire le désamour de la population à l'endroit du président au pouvoir. Mais ces attentions, ces gens-là auraient aussi pu participer et manifester justement ce désamour-là au profit de l'opposition, ce qui n'est pas le cas. Donc on peut estimer, d'ailleurs, je pense qu'on l'a signifié ici la dernière fois, que pour tous ces 14 candidats en liste, seuls 3 ont déjà eu à participer à l'élection présidentielle. En réalité, on a le sentiment qu'il s'agit d'une bataille entre Idriss Déby No et Saleh Kebzabo, qui est l'opposant historique, notamment au Tchad. Et je pense que l'enjeu au Tchad aujourd'hui est beaucoup plus de savoir si Idriss Déby va remporter l'élection au premier tour, parce qu'il est clair qu'il va remporter l'élection présidentielle. La question qui est même évidente et dont la réponse, elle n'est même plus une question rhétorique, parce qu'on sait très bien qu'Idriss Déby va remporter l'élection présidentielle. Et je pourrais m'aller plus loin en disant qu'il va la remporter dès le premier tour. On va donc attendre le deuxième tour, d'abord les résultats du premier tour et le deuxième tour pour confirmer ce que vous dites. Oui, je tiens également à préciser quand même que quand vous avez évoqué les tendances, vous avez les différentes parties prenantes qui s'expriment sur la question. L'opposition qui prend le coup pour faire part de ce que si jamais elle perd, c'est parce qu'il y a eu le bourrage des urnes. Il s'agit même d'un procès en sorcellerie. Et vous savez que l'article 74 du Code électoral du Tchad indique que la CENI va publier les résultats provisoires dans 2 semaines, dont on table sur le 23 avril prochain. L'on était jusqu'ici habitué à des critiques allant dans le sens de l'absence de procès-verbaux dans certains bureaux de vote, des bourrages d'urnes, et voici qu'on parle de plus en plus de perturbations et même de l'interdiction des réseaux de communication. En quoi les réseaux de communication peuvent impacter sur le déroulement d'un scrutin? Je pense que c'est intéressant, cette nouvelle variante. Je vous convie à scruter un peu le cas du Congo-Brazzaville lors de l'élection présidentielle. Avant la proclamation des résultats, les réseaux sociaux étaient inondés par une soi-disant victoire du candidat Jean-Marie Michel Mokoko. Alors cela aurait pu poser un ensemble d'actes civiques dans ce pays, amener à des troubles pour ceux qui n'habitent pas le pays, qui sont au niveau de la diaspora par exemple, qui auraient cru à un renversement, ceux qui souhaitaient notamment un changement de pouvoir, un changement d'individu à la tête du Congo, auraient pu prendre cela pour argent comptant et puis commencer à prendre des actes qui ne vont pas dans notamment la promotion de la démocratie dans ce pays. Et donc les réseaux sociaux, à ce niveau-là, sont quand même un véritable outil de propagande, en bien comme en mal. Les réseaux sociaux en eux-mêmes ne sont pas un souci. C'est l'usage qu'on en fait qui pose problème. Et comme on sait très bien qu'il y a nombre d'acteurs politiques qui veulent arriver à un renouvellement de la classe politique par le haut, notamment des chefs d'État, on peut comprendre que ceux-là utilisent les réseaux sociaux à leur compte, à leur guise, que ceux-là utilisent les réseaux sociaux pour exprimer, traduire leur volonté à eux, et non pas forcément le reflet de l'élection présidentielle qui se fait, même si très souvent on peut indiquer que ces élections sont entachées de quelques irrégularités. Cela peut être mis sur le point de l'apprentissage difficile de la démocratie sur le continent africain. L'apprentissage difficile de la démocratie sur le plan africain, on copie facilement les exemples. On est parti
tout au long de ces campagnes présidentielles. On est parti par exemple du changement de constitution et autres, et voici qu'aujourd'hui tout le monde est versé vers les réseaux sociaux pour interdire et puis les contrôler. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours sur International et nous allons continuer cette émission en parlant du Brésil où après un premier vote favorable à la destitution de la présidente Dilma Rousseff, le vice-président centriste Michel Temer se prépare déjà à prendre sa succession. La présidente brésilienne l'a accusé mardi 12 avril d'être le chef de la conspiration visant à la destituer à quelques jours d'un vote très serré des députés sur son maintien au pouvoir. La présidence du Brésil reste en suspens. Une commission parlementaire a recommandé ce lundi la destitution de Dilma Rousseff par 38 votes pour et 27 contre. Dimanche, si 2/3 des députés valident cette recommandation, ce sera au Sénat que reviendra le dernier mot. La chef d'État de gauche élue en 2010 est accusée d'avoir maquillé les comptes publics en 2014, année de sa réélection, pour minimiser la crise économique qui frappe le pays. Pendant ce temps, ses soutiens sont au pas de course. Le premier d'entre eux, l'ex-président Lula, a fustigé à Rio de Janeiro les opposants à son héritière politique. Je n'aurais jamais imaginé, à 70 ans, voir des putschistes tenter de renverser une présidente démocratiquement élue par le vote populaire. Lula, voleur, tu as volé mon cœur, scandaient les milliers de sympathisants du Parti des travailleurs au pouvoir depuis 2002 pour tourner en dérision les accusations de corruption qui visent le parti depuis le scandale Petrobras. Autre fait marquant, cette gaffe du vice-président brésilien Michel Temer. Il a selon lui accidentellement fait fuiter un message audio de 14 minutes qui n'est autre que son discours à la nation au cas où la procédure de destitution irait à son terme. Or dans ce cas, c'est lui qui assurerait la présidence. C'est un sujet qui défraie la chronique ces derniers temps, tant au Brésil que dans le monde entier. Alors pourquoi Dilma Rousseff parle de conspiration au moment où le pouvoir semble lui échapper ? Elle parle de conspiration simplement à la suite des mécanismes qui sont mis sur pied justement pour la destituer de la présidence du Brésil. C'est pourquoi elle parle de conspiration. Pourquoi? Parce qu'il s'agit quand même d'un parti allié, le parti centriste, le PMDB, qui est en train de manœuvrer justement pour que son vice-président, Michel Temer, puisse prendre les rênes du pouvoir après la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Et c'est parti d'un mauvais côté pour la présidente parce qu'elle a évoqué un processus pour arrêter sa déchéance et la Cour suprême lui a opposé une réponse négative ce vendredi. Donc en réalité, elle a échoué à ce niveau et donc le processus de destitution de la présidente brésilienne suit son cours et dans 3 jours, vous l'avez signifié, il y a un vote décisif qui va être fait aujourd'hui pour décider d'une destitution ou non de la présidente du Brésil, ce qui est quand même inédit. En attendant bien sûr le vote, alors je vais peut-être faire un dessin. Le vice-président brésilien Michel Temer est convaincu de succéder à Dilma Rousseff si celle-ci venait à être déchue de son poste. Qu'en serait-il de la collaboration Temer-Rousseff au cas où la présidente était appelée à terminer son mandat? C'est aussi une hypothèse. Oui, mais je pense simplement que la collaboration, quand vous êtes vice-président, vous êtes vice-président. En réalité, vous êtes vice-président du pays, pas du parti politique. C'est vrai que les partis politiques débattent, discutent dans une coalition. Il y a une coalition du Parti travailliste de Dilma Rousseff, du PMDB de Michel Temer. Donc c'est cette coalition-là qui gouverne. C'est pourquoi elle est présidente, lui il est vice-président. Ça veut dire qu'elle n'est pas arrivée au pouvoir elle seule. Il y a cette coalition, il y a aussi de petits partis politiques qui font partie de la coalition. Le problème, c'est que ces différents partis, au jour le jour, sont en train de donner des orientations à leurs députés de voter pour la destitution de la présidente. Et dans le PMDB de Michel Temer, aujourd'hui, s'est séparé, a appris une autre faction s'est désolidarisée, a quitté la coalition de Dilma Rousseff. En réalité, il y a eu scission. Donc Dilma Rousseff ne bénéficie plus de la
d'appui de ce parti politique centriste dirigé par Michel Temer. Et vous savez très bien il y a quelque temps que Michel Temer a fait parvenir une lettre ouverte à la présidente fustigeant celle-ci de l'écarter du pouvoir, de le confiner à un rôle décoratif. Donc il s'agit d'une sorte de vengeance en réalité. C'est une opportunité pour ce vice-président. Aujourd'hui, vous savez, Dilma Rousseff se dit trahi par notamment ce vice-président. C'est une opportunité, pourquoi? Parce que ce parti politique n'a jamais gouverné, n'est jamais arrivé à la présidence du Brésil, n'a même jamais présenté un candidat. C'est donc du pain béni pour ce parti politique à travers ce raccourci qui lui est donné, notamment de gouverner sans passer par une élection présidentielle. C'est-à-dire que de gouverner après la chute de la destitution qui est en train de se dessiner malheureusement de Dilma Rousseff. Alors si Dilma Rousseff est déchue de ses fonctions, Michel Temer a combien de temps pour gouverner? Est-ce qu'il va passer à une élection peut-être après la fin du mandat, Non, je pense qu'il va gouverner jusqu'à la fin du mandat de la présidente. Il va passer à l'élection? Non, il gouverne automatiquement jusqu'à la fin, puisque c'est le Parlement en réalité qui rend la décision. Aujourd'hui, vous avez un Parlement, vous avez une assemblée de, je crois, 512 députés. Il faut que 342, que les 2/3 de l'assemblée puissent voter pour la destitution de Dilma Rousseff. Auquel cas, elle va garder son poste. Si elle a 172 députés, elle demeure présidente. Alors si les 2/3 votent pour sa destitution, il faut maintenant qu'on soumette cela à l'approbation du Sénat, qui en réalité n'est pas grand-chose. Donc c'est cela qui aujourd'hui est en train de prendre en otage la vie politique du Brésil, parce que c'est inédit. On a le sentiment aujourd'hui que le clan Lula est en train d'aller vers une chute, vers sa chute, parce qu'en réalité on sait très bien que tout ce qui est fait dans le collimateur, il y a le président Lula, parce que Dilma Rousseff est sa pouliche. Alors Dilma Rousseff n'a peut-être pas commis de crime, mais sous quel prisme doit-on lire le jugement des députés? Parce qu'on l'accuse de crimes de responsabilité politique, par exemple. Parce qu'elle a dissimulé les comptes publics, le déficit des comptes publics en 2014, année de sa réélection. On estime quand même, le peuple estime quand même, donc quand je parle du peuple, je parle de l'opposition, estime que si vous êtes président, vous devez rendre compte au peuple. Vous ne pouvez pas, au cours d'une année électorale, dissimuler la vérité au peuple, ne pas lui rendre des comptes. Et c'est pourquoi on parle de crimes de responsabilité. Et ça, c'est la commission parlementaire. 38/27 ont voté pour sa destitution en accusant Dilma Rousseff d'avoir dissimulé le déficit dans les comptes publics de l'État. Donc si le Parlement est déjà favorable à cette destitution, on attend maintenant l'Assemblée. On sait quand même qu'il y a quelques 50 ou 60 députés qui ne sont pas vraiment très clairs. Et Dilma Rousseff estime que ces députés-là vont peut-être désobéir à la ligne de leur parti politique et voter en sa faveur pour qu'elle garde notamment le pouvoir. Alors, avez-vous souvenance d'une jurisprudence qui indique qu'un président a échappé à une destitution, surtout à ce niveau de la procédure? Je pense que quand on remonte à très loin, je ne me souviens pas, dans un passé récent, qu'un président notamment ait pu faire face à cela. Et puis, je pense que très souvent, les présidents ont suffisamment de manivelles, suffisamment, comment dirais-je, de marge de manœuvre pour pouvoir régler ce genre de situation. Vous parlez de jurisprudence qui a abouti. Pas du tout. On peut revenir sur le cas du président Jacob Zuma, qui depuis menacé par l'opposition, qui est même reconnu coupable, et même jusque-là, il n'y a pas une destitution qui soit faite. Pourquoi? Parce que Jacob Zuma tient l'ANC qui est majoritaire. Ce qui n'est pas le cas de Dilma Rousseff, qui partage le pouvoir avec le PMDB, qui s'est désolidarisé, et certains partis politiques sont en train de suivre le pas. C'est pourquoi c'est compliqué pour elle. Ça devient de plus en plus incertain pour Dilma Rousseff. Dilma Rousseff et ses difficultés, c'est une actualité à suivre sur CANews 24 et dans le cadre, bien sûr, d'International, qui va maintenant se rendre du côté de la France en se prononçant donc lundi soir contre la prohibition. Jean-Marie Le Guen a relancé le débat sur une éventuelle légalisation du cannabis, suscitant aussitôt des accusations de démagogie à droite, au moment où le gouvernement tente de renouer avec les jeunes, mais réveillant surtout des vieilles divisions de gauche.
Faut-il dépénaliser le cannabis? C'est en tout cas la déclaration inattendue de Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État et aussi médecin. La prohibition n'amène pas la diminution de la consommation. Notre pays est un de ceux qui consomment le plus dans la jeunesse. Deuxièmement, les produits qui sont distribués par le trafic sont des produits qui sont plus dangereux dans notre pays que dans d'autres pays. Comme d'autres ministres de gauche avant lui, Cécile Duflot, Vincent Peillon et Christiane Taubira, Jean-Marie Le Guen envisage une consommation de cannabis privée et contrôlée pour les plus de 21 ans. Mais pour le gouvernement, le débat est clos. Il n'y a pas sur ce sujet d'autre position que celle qui a été exprimée jusqu'ici par le Premier ministre et le Président de la République. Il n'y aura donc pas de légalisation. Et il n'y en a aucune piste, ni de travail, ni de réflexion, d'engager au gouvernement sur cette question. Même en petite quantité, la consommation ou la possession de cannabis peut entraîner 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Pourtant, 20% des adolescents en consomment régulièrement, parfois à 2 pas du lycée, et pour eux, c'est devenu banal. Moi je fume parce que c'est amusant, on est entre potes, on fume pas tout le temps. Voilà, c'est pour passer un bon moment entre potes, c'est absolument pas pour se défoncer le crâne. Selon eux, il est aussi très facile de s'en procurer. On rentre dans un hall d'immeuble, on dit ce qu'on veut, on nous le donne, on s'en va. Pour les médecins, cette pratique menace la santé des jeunes et leur développement. Que le cerveau de l'adolescent continue à maturer, c'est-à-dire à grandir jusqu'à 23-24 ans. Ça n'a rien à voir avec la puberté. Donc le cerveau continue à grandir et la consommation du cannabis peut venir perturber ces éléments. Malgré une législation la plus sévère d'Europe, les jeunes Français sont les plus gros consommateurs de cannabis. Alors, pour accéder facilement à certaines expressions, c'est quoi la dépénalisation du cannabis? Il s'agit de lui ôter le caractère pénal, tout simplement. C'est-à-dire que l'on ne soit pas frappé ou poursuivi parce qu'on consomme du cannabis. Il s'agit, si vous voulez, de la légalisation de la consommation de la drogue, tout simplement. La drogue? Bon, on parle de cannabis, il paraît que c'est une drogue douce. Est-ce qu'il y a une différence entre le cannabis et peut-être d'autres drogues, comme peut-être la morphine? Évidemment, il y a une différence, sauf que, d'ailleurs, Le Guen, le secrétaire aux relations avec le Parlement, a signifié que le cannabis est mauvais pour la santé, mais il ne faut pas qu'on puisse continuer à adopter la pénalisation sur cette drogue-là, parce qu'il estime, à travers la méthode en réalité, il dit qu'en fait, la dépénalisation n'entraîne pas nécessairement le fait que les populations, les jeunes puissent tourner le dos à la consommation du cannabis. Pour lui, c'est la méthode qui, de son point de vue, n'est pas efficace, parce que depuis 30 ans, quand on parle de pénalisation du cannabis aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se ressent dans la société française. Les Français sont de plus en plus fumeurs de cannabis. D'ailleurs, l'Europe en produit suffisamment. On parle de près de 4 millions de Français qui fument le cannabis. Donc, il estime que la méthode n'est pas bonne, que ce n'est pas en pénalisant, en maintenant cela, qu'il y aura une implication positive auprès des Français. Donc, l'interdit moral n'est pas forcément efficace, parce que les Français, eux, vont toujours continuer à fumer comme ils le font. Donc, il s'agit donc maintenant de trouver des voies et moyens pour encadrer notamment la consommation de cette drogue-là. D'ailleurs, le président français a dit qu'il n'y aura pas de contravention sur les consommateurs de cannabis. Il faut juste encadrer, traquer les trafiquants et aussi travailler à aider ceux qui fument notamment cette drogue-là pour qu'ils puissent abandonner cette pratique. Alors, le Premier ministre Manuel Valls estime que la position de Jean-Marie Le Guen, la position que Jean-Marie Le Guen a exprimée est personnelle. Qu'est-ce qui fait dire au PM que cette position est personnelle alors qu'au fond, Le Guen pose un problème de santé publique? Oui, il estime que sa position est personnelle puisqu'elle n'épouse pas la logique du parti au pouvoir, puisque Le Guen, en réalité, va en porte-à-faux avec ce que pense la République. Quand on parle de la République, on parle du président. D'ailleurs, c'est pourquoi le président s'est exprimé qu'il ne reviendra pas sur cette question-là. Pourquoi? Parce que pour lui, le débat est clos. Il ne s'agit pas, évidemment, de dépénaliser. Il n'y aura pas de contravention, mais il ne s'agit pas aussi de légaliser l'usage, la consommation de la drogue. Et vous savez aussi que le Premier ministre français aime bien
Donc, s'exprimer pour mieux comprendre, c'est une dépénalisation qui n'aura pas lieu. Donc, le cannabis reste quand même oui, reste une infraction pénale. Une infraction pénale, évidemment, mais sauf qu'en réalité, c'est une infraction pénale mineure. C'est bien minoré, ce n'est pas grand-chose. Quand le président lui-même vient dire qu'il n'y aura pas de contravention sur les consommateurs de cannabis, c'est pour amener les uns et les autres à comprendre que fumer du cannabis n'est pas grave, ce n'est pas quelque chose d'aussi répréhensible que cela. Sauf que là, j'ai bien peur que ce soit que le président français aujourd'hui accuse le coup de son bilan et qu'à quelques temps simplement d'une élection présidentielle à venir, qui ne veut pas s'engager sur certaines voies. Pourquoi? Pour ne pas brouiller les pistes qui lui sont aujourd'hui encore défavorables. Vous savez, il était interrogé sur un ensemble de choses. Il n'est pas de bon ton pour lui aujourd'hui de prendre des mesures radicales sur un ensemble de sujets. Alors, quelle est la place que la France accorde à sa jeunesse dans cette controverse autour de la dépénalisation du cannabis? Je pense que l'aspect qui est évoqué pour les jeunes aujourd'hui, c'est d'encadrer cela et d'encadrer cela au niveau des adultes et de prohiber la consommation du cannabis aux enfants âgés de moins de 21 ans. Je pense que c'est en cela que la France pourrait protéger ces jeunes. Donc, franchement, il n'y a pas la place aujourd'hui à la dépénalisation du cannabis parce que les Français, à 60% sont contre la dépénalisation, mais ce qui n'a pas grand-chose à voir avec la pratique même. Les Français, près de 4 millions, sont consommateurs. Ghislain, on va se dire au revoir et peut-être à la prochaine édition. Au plaisir. Quant à vous qui regardez CamNews 24, c'était donc international. On se quitte et restez en compagnie des programmes de CamNews 24 qui, eux, se poursuivent.